vous allez oublier que je suis Valérie, d'abord. Je vais me présenter. Je m'appelle Joëlle et je suis agricultrice en Ardèche. Et je suis ce qu'on appelle une agricultrice technophile. C'est-à-dire que j'ai toujours, dès que j'ai pu, enfin dès que les moyens de mon exploitation me le permettaient, acheté le dernier tracteur ou la dernière treilleuse tendance. Et là, nous sommes en 2018 et j'ai décidé de sauter le pas et de pucer tous mes animaux, tout mon cheptel, aussi bien ovin que bovin. L'avantage, c'est que je les laisse en liberté dans la montagne ardéchoise et ça me permet de les retrouver si jamais ils s'égarent en forêt. J'ai aussi décidé d'équiper mon tracteur en capteur, d'équiper un certain nombre de mes champs, enfin de mes cultures en capteur. L'intérêt de cet équipement, c'est que ça me permet de surveiller l'état de mes sols au fur et à mesure, de savoir s'il y a un problème d'hydrométrie, s'il y a des nuisibles qui se sont introduits dans les plantations, si l'état des sols, s'il y a un problème de manque de fertilité, etc. Et ces informations sont envoyées automatiquement à mon fournisseur d'engrais et de pesticides. Et donc, quand un défaut du sol est repéré, l'information part chez eux et eux m'envoient automatiquement dans ma ferme les produits dont j'ai besoin. Donc vous voyez, c'est quand même très pratique. Et puis là, je viens de recevoir une offre de Global Farming. Global Farming, c'est une entreprise qui vient d'être rachetée par Alphabet. Ils ont racheté fin 2017 Monsanto. Et là, ils me font une offre assez alléchante. J'hésite encore, je me tâte. Ils me proposent, si je partage toutes les données de mon exploitation avec eux, de me faire une réduction de 20% sur des OGM. Je trouve ça assez tentant, à vrai dire. J'en ai parlé avec mes voisins paysans. Eux me disent que je suis en train de vendre mon âme au diable et que je mets en danger ma vie privée. Je leur ai dit que je ne voyais absolument pas le rapport avec la vie privée, puisque ce sont des données qui concernent mes animaux, mes champs, mes plantes. Ça ne concerne ni moi ni ma famille, donc je ne vois pas du tout où est le problème et je crois que je vais souscrire à cette offre. Nous sommes en 2025, là je viens de descendre à Valence pour faire quelques démarches, qui est d'abord quelques emplettes. Alors là, les capteurs que j'avais installés dans ma ferme, ils sont partout dans la ville. Je viens de me garer un capteur, l'entrée de Valence, de la vidéoprotection, l'entrée du magasin, des capteurs, ce qui est immédiatement des offres qui correspondent à mes centres d'intérêt. Bon, jusque-là, rien que du banal, mais j'avais aussi besoin de faire un examen médical, des analyses, rien de très grave, je vous rassure, mais ce qui m'a plutôt surprise, c'est que la laborantine m'a demandé de lui communiquer l'ensemble de mes données de wellness, de bien-être qui viennent de mon podomètre, ma balance connectée, etc., tous mes objets connectés. Là, je vous avoue que ça m'a un peu désarçonnée. Pour moi, c'est des données qui sont pour le coup très personnelles et je ne vois pas du tout pourquoi elle a besoin de ces données-là pour faire une analyse sanguine. Elle m'a dit que on était dans l'ère de la médecine personnalisée, qui dit médecine personnalisée, il faut tout savoir sur moi, que c'était normal. Bon, ok. J'ai obtempéré. Je vous avoue que ça m'a un peu déstabilisée. 2028, là, je croyais tout savoir des fermes. En fait, non. J'ai découvert une nouvelle espèce de ferme. Ce sont les fermes de serveurs. J'en avais jamais entendu parler jusqu'ici. On vient d'exproprier 10 de mes voisins paysans sur le plateau ardéchois, près de Saint-Agrève, pour installer cette gigantesque ferme de serveurs que vous voyez là s'afficher. Je ne suis pas touchée directement, moi ma propriété n'est pas atteinte, mais je suis quand même assez bouleversée par ce qui se passe. J'ai bien compris qu'il fallait rapprocher les data centers des lieux de production et d'usage des données pour des raisons écologiques, mais enfin l'argument me paraît relativement faible puisque si j'ai bien compris, ces data centers consomment énormément d'énergie et puis je viens de perdre le réseau de mes voisins et amis paysans, donc je suis très déstabilisée. Nous sommes en 2030, c'est l'année Annus Horribilis, l'année horrible. Une série de catastrophes se succèdent. D'abord des catastrophes climatiques. Vous savez que depuis déjà 20-30 ans, on ne cesse de parler de changement climatique. On a vu un certain nombre de phénomènes se succéder. Mais là, la planète entière est touchée. La côte ouest des États-Unis a subi successivement un tremblement de terre et un tsunami. Le sud du Vietnam est complètement, tout le delta du Mékong est complètement inondé, ils sont sous l'eau, donc des millions de paysans ont dû migrer.
Bref, c'est des catastrophes écologiques à n'en plus finir. Et comme si ça ne suffisait pas à nos malheurs, eh bien, la Corée du Nord, qui s'est équipée depuis peu de missiles nucléaires moyenne et longue portée, vient d'envoyer des missiles sur des data centers, à la fois au Japon, mais aussi, grande surprise, en Chine, qui était pourtant leur allié traditionnel, et aux États-Unis. Le monde a été plongé pendant quelques semaines dans un état d'inactivité totale, avec ces 3 grands data centers morts. L'activité, les réseaux reprennent doucement, mais les experts disent qu'il va falloir plusieurs années pour se remettre, d'un point de vue économique, de cette grande rupture. Donc c'est vraiment, au-delà de l'aspect géopolitique, une catastrophe économique sans nom. Et puis plus près de nous, en France, des cyberactivistes viennent de mettre en ligne des échantillons du fichier TESS. Vous savez, peut-être vous vous souvenez qu'en 2016, le gouvernement français avait autorisé la création d'une base de données qui collecte nos données biométriques, nos empreintes digitales et nos photos associées à nos données d'identité chaque fois que nous demandons un passeport ou une carte d'identité, donc 65 millions de Français en base de données. Eh bien, pourquoi ces cyberactivistes ont mis ces données en ligne ? Parce qu'ils ont démontré que le ministère de l'Intérieur avait croisé ces données du fichier TESS avec des données issues de réseaux sociaux et de sites de e-commerce. Et moi, j'ai eu, alors là, je vous avoue, l'horrible surprise de découvrir que mes données étaient en ligne et que ces données que je ne croyais pas personnelles, notamment toutes les données de mon exploitation et les données de géolocalisation de mon tracteur, ça veut dire tout le suivi de mon activité au quotidien, avaient été associées à mes données d'identité dans le fichier TESS. Pourtant, moi, je me croyais protégée parce que en 2018 était entré en vigueur, en mai 2018, le règlement général de protection des données européen, qui était un règlement censé renforcer la protection de la vie privée des individus, notamment en renforçant les conditions du consentement pour pouvoir collecter et utiliser les données. Visiblement, cette barrière juridique n'a pas suffi et en tout cas, elle n'a pas empêché notre gouvernement d'aller regarder dans ces bases de données qui étaient censées être verrouillées. Suite à cela, les cyberactivistes du monde entier ont été faire la même chose que les cyberactivistes français. On s'est aperçu qu'en fait, ce qui avait été une sorte de scandale révélé avec l'affaire TESS n'était que banal et que à peu près tous les gouvernements du monde avaient le même genre de pratique. Et là, on a vu se déclencher pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une manifestation totalement mondiale, c'est-à-dire que toutes les villes du monde, dans toutes les grandes villes du monde, la population a envahi les places publiques au cri de « rendez-nous nos données, libérez nos données biométriques, laissez-nous sortir des bulles de filtre », parce qu'on s'est aperçu aussi que ce n'était pas seulement la surveillance de masse par les gouvernements, mais que l'hyper-personnalisation des offres marketing avait fini par casser toute forme de curiosité et de capacité à s'ouvrir à des nouvelles connaissances. Donc, manifestation absolument monstre. Et au même moment, s'est créé le Front international des données en commun. C'est un mouvement qui a été porté par des citoyens du monde entier, des médecins, des universitaires, des bibliothécaires, y compris des agriculteurs, toutes sortes de citoyens. Et les revendications, ou plutôt les propositions, plus que des revendications de ce front, ce sont à la fois d'aller vers une forme de frugalité dans la collecte et l'usage de la donnée, et surtout, ils réclament une mise en commun des données, c'est-à-dire faire sortir les données des régimes de propriété dans lesquels les acteurs publics et privés, enfin surtout privés, les ont enfermés. Et ils réclament répondre à la crise démocratique par la communisation, c'est-à-dire la mise en commun des données. Moi-même, j'ai adhéré à ce Front international des données en commun. Et je milite avec d'autres camarades paysans, agriculteurs de la planète entière pour que les données qui viennent de tous ces capteurs dont je vous ai parlé il y a quelques années, eh bien que toutes ces données puissent être versées dans un fonds commun, ce qui est aussi une manière pour nous, en tant qu'agriculteurs, de ne plus être dans la dépendance des grands semenciers ou des grands data brokers agricoles. Nous sommes en 2032. La présidente des États-Unis, la nouvelle présidente des États-Unis, Ivanka Trump, décide de rompre
avec la politique climato-sceptique de son père. D'ailleurs, elle se fait chasser de la famille, en quelque sorte, mettre au banc de la famille. Et elle légifère et interdit la construction de tout nouveau grand data center. Et surtout, elle oblige à construire des petits data centers de manière à ne plus être sujet à des catastrophes comme celles que les États-Unis ont connues avec la Corée du Nord. Donc de faire baisser, d'augmenter le niveau de sécurité des data centers. Et elle pousse l'ensemble du pays à aller vers une forme de décentralisation, une double décentralisation, une décentralisation à la fois énergétique pour des raisons écologiques et une décentralisation numérique pour des raisons de sécurité. Et ça fait le bonheur d'une petite entreprise qui était née d'une fusion d'un projet commun entre un opérateur télécom et un énergéticien. Et cette petite entreprise avait créé le dispositif que vous voyez là à l'écran, ce qui s'appelle le Free Energy Micro Data Center. Qu'est-ce que c'est ? C'est un espace de stockage de données minuscule à la main de l'utilisateur et qui est complètement autonome énergétiquement. Alors il est décliné dans la version solaire, éolien, biomasse. Vous pouvez acheter le modèle qui vous plaît. Et l'entreprise connaît une croissance à 3 chiffres absolument extraordinaire et envahit le marché mondial avec ce système distribué, décentralisé. En 2033, l'ONU a décidé de créer, à l'occasion du 30e anniversaire du décès d'Elinor Ostrom, qui était la prix Nobel d'économie 2009, qui avait été récompensée pour ses travaux sur les communs, les commons, les biens communs. Il crée le Fonds mondial de la donnée ouverte, Open Data World Fund. C'est un fonds dans lequel tous les acteurs publics doivent verser leurs données. Alors, cela fait suite à tout le mouvement Open Data qui avait émergé au début des années 2000. Mais maintenant, l'ONU a décidé de mettre un coup d'accélérateur sur cette politique Open Data à l'échelle mondiale. Et puis, d'aller un peu plus loin que le simple Open Data tel qu'on le connaissait depuis le début des années 2000. Et l'ONU s'inspire d'un petit dispositif qui avait été mis en place en France, la France toujours à l'avant-garde bien sûr, qui avait été mis en place en France en 2016 avec la loi République numérique et le concept de données d'intérêt général, les DIG. À l'époque, la loi avait stipulé que lorsque des entreprises privées répondaient à un appel de marché de la part d'un acteur public, eh bien, ces entreprises privées devaient partager leurs données avec le commanditaire. L'ONU va un peu plus loin en disant que oui, elles doivent non seulement elle étend le principe des données d'intérêt général à l'échelle de la planète, mais surtout, il demande à ce que ces données soient versées, elles aussi, en open data dans le Fonds mondial de la donnée ouverte. Et l'ONU va encore un peu plus loin en disant qu'en cas de situation d'urgence, que ce soit une urgence sanitaire, épidémiologique, environnementale ou autre, eh bien, on puisse en quelque sorte réquisitionner les données du secteur privé pour pouvoir faire face à ces situations d'urgence. 2035, toujours, on voit se multiplier en s'inspirant de ces concepts un peu anciens que vous avez dû connaître pour les plus âgés d'entre vous. Vous vous souvenez peut-être de OpenStreetMap, qui était cette base de données géographiques ouverte, ou encore de Open Food Facts, cette base de données alimentaires qui était une base de données ouverte. Et bien, en s'inspirant de ces modèles-là, on voit se multiplier les bases de données coopératives à l'échelle de la planète, notamment une base qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est Open Health and Wellness Data, qui est une base de données où sont mutualisées les données de santé et de bien-être, base de données qui a permis de booster de façon radicale la recherche médicale. Et on a vu surtout apparaître une autre base de données assez incroyable qui s'appelle Open Profile Data, qui est une base de données dans laquelle les individus peuvent, les citoyens de la planète entière peuvent de manière sécurisée inscrire leur profil, décrire leur goût, leur centre d'intérêt, et ensuite ouvrir à leur libre choix aux entreprises qui le leur demandent leur profil, de manière à pouvoir ensuite recevoir des offres personnalisées, mais c'est eux qui décident ou pas d'ouvrir ce profil à des tiers.
Alors évidemment, l'existence de cette base de données qui rencontre un succès absolument incroyable a des conséquences sur les marchés phénoménales. Première conséquence, le marché des data brokers s'écroule, bien sûr, puisqu'ils n'ont plus de raison d'être. Et puis, on voit aussi tous les acteurs qui avaient construit leur économie sur ce qu'on appelle des marchés bifaces, avec une face soi-disant gratuite vis-à-vis des utilisateurs et des usagers grand public, et puis une face payante sur le marché publicitaire. Eh bien, on voit tous ces acteurs obligés de se reconvertir et de revenir à des modèles payants. Et ils y arrivent parce qu'ils utilisent des nouveaux systèmes de nano-paiement qui permettent, en s'appuyant sur la blockchain, de recommercialiser des services qui jusqu'ici avaient l'apparence de la gratuité, mais chacun sait qu'ils n'étaient pas réellement gratuits. Donc vous voyez un grand bouleversement qui est à la fois marchand, mais aussi, enfin sur les marchés, mais aussi sur les usages, et une transformation de l'économie. Quant à moi, eh bien, je suis toujours agricultrice en Ardèche, plus que jamais, toujours heureuse de l'être. Et j'ai, avec des amis paysans du Laos et du Burkina, nous avons créé une coopérative pour partager toutes les données sur nos cheptels, sur nos animaux, ce qui nous permet d'avoir une surveillance mutualisée sur l'état de santé de nos bêtes, comprendre quelles sont les maladies auxquelles ils sont confrontés, l'effet des médicaments que nous leur donnons, etc. Donc une vaste base de connaissances paysannes mondiales. Et voilà, je vous avoue que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et en ce moment, je suis en train de parcourir un petit peu toute la planète pour convaincre des paysans du monde entier de partager également leurs connaissances dans ce beau projet. Voilà.